Tov, on continue Bezrat Hashem, ce qu'on a commencé la semaine dernière. Je vous ai dit déjà la semaine dernière, fermez toutes les fenêtres, ça fait un bruit épouvantable. Merci. Et la majorité des choses, des sujets desquels on parle, ils sont pris de cette Choveret du Rav Eli Sadan. Et on a commencé à parler la semaine dernière de la raison pour laquelle on va à l'armée. Aujourd'hui, on va parler de la manière dans laquelle on doit vivre l'armée quand on est à l'armée. Comme on a expliqué la semaine dernière, l'armée c'est une mitzvah, d'accord? Donc quand on va faire une mitzvah, on doit la faire avec enthousiasme, avec joie, et on doit la faire de la meilleure manière de laquelle on peut. Et donc de la manière quand on met les tefilines, on doit être propre. Quand on met les tefilines, on doit avoir la tête qui est dans les tefilines. Quand on met les tefilines, on doit faire ça le plus vite possible avec le plus de joie possible. Ah. תודה צדיק. מחילה על הטרחה. וזהו. אז maintenant, à part le fait, donc quand on met ses madim, c'est comme quand on met les tefilines. Tu dois être propre quand tu es en madim. Tu dois faire ça avec joie. Tu dois faire ça avec zrizout. Vite, avec enthousiasme. Quand tu sautes et que ton mefaked il te dit tu vois le poteau là-bas, tu as 20 secondes pour aller et revenir. Tu dois courir en étant souriant. Ça c'est un truc qui énerve les mefakdim. Ouais. Hein? En Aleph. Ah, c'est pas en Aleph, c'est quand tu es en Aleph. Quand tu es à l'armée. D'accord? Donc les Benishim, à chaque fois qu'il y avait un kader. Un kader, c'est genre quand on te fait courir. On te fait courir, on t'en fait voir toutes les couleurs. Pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, on te dit allez, tu retournes, et t'es arrivé une seconde en retard, une demi-seconde en retard, t'es arrivé. Alors que t'es même pas arrivé en retard, mais c'est pas vrai. Et on te fait courir. Et nous, on est toujours en train de chanter, en train de rigoler, en train de se marrer. Et les mefakdim, ça les énervait d'un côté, mais ça les faisait rigoler de l'autre côté. D'accord? Et donc, le moral, il tombait pas, parce qu'on faisait ça avec beaucoup de joie. Hashem, fallait qu'on fasse ça, Hashem. Ça va aller mieux. Ok, maintenant, le fait de faire des efforts à l'armée, c'est pas seulement parce que c'est une mitzvah, mais c'est parce que c'est une grande mitzvah. Et c'est quoi la différence? Depuis quand on fait une mitzvah avec un petit effort et une grande mitzvah avec un grand effort? C'est parce que l'armée, on parle de Chaim Vemavet, on parle de vie et de mort. Et il faut comprendre, plus on fait les choses à l'armée avec attention, avec intégrité, avec des efforts, en essayant de faire le maximum que je peux, même si on ne comprend pas, et même si on ne voit pas, et même si on s'énerve, pourquoi on doit tellement faire des efforts, et tellement refaire les choses, et tellement... À la fin, chaque détail, il peut amener de la vie ou la mort. Il y avait un mefaked Tayeset, il s'appelait Iftar Spector, et... avant la guerre de Kippour, c'était lui il était donc le mefaked de la Tayeset, et tous les Tayassim qui étaient et sa Tayeset à lui, genre c'était il les tuait. C'était entraînement sur entraînement, etc. Il n'y a pas de guerre, il n'y avait rien. On était après la guerre des 6 jours, d'accord? Après la guerre des 6 jours, l'État d'Israël, c'était le monde entier. Et donc il n'y avait pas de guerre ni rien du tout. Et donc la majorité des mefakdei Tayasot, on s'entraîne un peu, etc., pour garder le rythme, etc. Mais bon, c'était la belle vie. Et lui, rien. Pas de quartier, rien du tout.
les assassiner au travail, et toujours refaire des exercices, et se réentraîner, et encore on vole, et encore on tire, et encore on fait, et toujours. Maintenant, il y avait un groupe de femmes, parce qu'il y avait certains qui étaient mariés, et les femmes de ces pilotes-là, ils en avaient marre. Ils disent quoi? On voit les autres taïassim, ils font la belle vie, ils rentrent, ils kiffent, ils travaillent un peu, ok, mais bon... prennent du bon temps, quoi. On les tue pas. Donc, ils sont dû voir ce mefaket, là, Iftar Spector. Ils lui ont dit minute, c'est quoi cette histoire là? Pourquoi tu t'excites comme ça sur nos maris? Alors, il a dit je n'ai pas compris. Vous êtes venu pour me demander de baisser le niveau? Je compte jusqu'à 30. S'il y a encore une seule femme qui est dans mon bureau, elle peut voir son mari dès cette seconde-là virer de la taille 7. Je commence 1, 2, parce que pour devenir pilote, c'est pas vite fait, bien fait, hein, ça prend du temps. D'accord? Moi j'avais un copain qui était un génie, maman un génie. D'accord? Il a eu 18 de moyenne au bac français, un truc de fou. D'accord? Et il a commencé le cours de pilote, etc. Il était 1 an et 8 mois, et il est tombé. C'est-à-dire que toutes les quelques semaines, on vire une partie, et il tombe après 1 an et 8 mois. Donc c'est pas facile. Donc quand tu es déjà pilote et que tu es en plus marié, que ta femme elle sait qu'il y en a vraiment pas beaucoup en Israël, donc on te dit je te vire ton mari si tu restes encore une seconde ici, tu pars en courant. Pendant la guerre de Kippour, la seule TS-7 où tous les avions sont restés intacts, c'était la TS-7 de Iftar Spector. Et après la guerre, les femmes de ces pilotes-là, ils ont fait une fête pour remercier ce mefaket-là. Ah bah oui. Parce que toutes leurs amies dans les autres taïasot, celui-là il est mort, et celui-là il est mort, et celui-là il est mort. Et chez eux, personne n'est mort. Pourquoi? Parce que l'entraînement, c'est la vie. Quand tu apprends à tirer, et tu apprends à tirer encore, et vous allez tirer des milliers de balles. Et ça va vous sortir par tous les trous, hein, ce qui s'appelle. Hein, kipchuto. Tu tires, tu vois plus rien. D'accord? Et puis quand tout le monde tire, tu t'amuses aussi à mettre en automate. Personne n'entend de toutes les façons. Alors, si tu te fais attraper, t'es mal barré. Hein, mais, parce qu'en automate, tu touches pas une bille. Mais, donc on s'amuse à tirer en automate. Mais bon, on peut s'amuser. Je dis pas qu'on ne peut pas s'amuser, mais il ne faut pas exagérer. Parce que ces entraînements, ils sont très, très, très importants. Moi, j'ai commencé à mettre des lunettes quand? À l'armée. Parce qu'avant l'armée, je voyais très bien. Mais le jour où j'arrive à l'armée, il me dit ferme l'œil. Je dis, je vois rien. Puis j'ai compris que j'ai besoin de lunettes. D'accord? Maintenant, j'aurais pu faire imbécile. D'accord? Les lunettes, etc. Ma vue a baissé depuis. Parce que quand tu mets des lunettes, je sais pas pourquoi. Normalement, c'est censé aider, mais je sais pas. La vue, elle baisse. Plus tu mets des lunettes, plus la vue, elle baisse. D'accord? Donc, mais le truc, c'est que si tu n'as pas de lunettes, ben, tu ne peux pas tirer. Ou tu tires, mais à côté de la plaque. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on parle de vie et de mort. Chaque entraînement, chaque chose que je fais et que je refais, on va vous demander de les farek un échec. De démonter le fusil et de le remonter. Il faut faire ça en minimum de secondes possible. D'accord? Et après, tu dois faire ça avec les yeux fermés. Et après ça, c'est pendant que tu dors. Et après, tout le temps. Comme des fous. D'accord? Et à la fin, ça prend quelques secondes. Mais le truc, c'est que tu ne sais pas faire ça. Ben, quand tu es en guerre, etc., tu as du sable qui rentre, et tu ne sais pas faire ça le plus vite possible. 1 seconde qui passe, 2 secondes qui passent, et tu es mort. Ton copain qui est à côté, il est mort. Donc, c'est pas seulement encore une mitzvah où il faut faire un effort. Parce que les tefilines, tu les as mis pas avec enthousiasme, mais tu les as mis. D'accord? Tu les as pas mis pendant 25 minutes, tu les as mis pendant 20 minutes, tu les as mis pendant 1 heure, pendant une demi-heure. Tu les as mis. Tu as fait la mitzvah. L'obéidour, tu as fait la mitzvah. Mais si tu as tiré pendant 10 minutes, on le tirait pendant 1 heure, c'est pas que tu as fait la mitzvah. Si quelqu'un est mort à cause de toi après, c'est très embêtant. Et il y avait un katzin,
officier qui était arrivé dans la Yechida du Rav Saddam et qui lui, il a vu qu'il était Zarkan, qu'il était... Il s'en foutait un peu beaucoup. Ah, tout ça, c'est bon. Allez, on s'amuse à l'armée, on est commandant, on s'éclate. Et puis, et il a essayé de lui parler pour lui dire, écoute, ça marche pas comme ça à l'armée, il faut être sérieux, il faut truc. Ce qui s'est passé finalement, c'est que il faisait jamais attention à ce qu'il faisait. Il faisait jamais les choses sérieusement, etc. Et puis un jour, ils ont fait un exercice de l'achab. L'achab, c'est l'ochama beshetar banoui. Ça veut dire que traduisez, je ne sais pas dans des bâtiments, d'accord? Comment on combat quand on est pas quand on est dehors, quand on est dans des bâtiments, une ville, des trucs comme ça. L'ochama beshetar banoui, d'accord? Maintenant, comment on fait ça? Eh ben, on rentre et puis après on fait comme des imbéciles, d'accord? On tire et on dit hein? On tire pas. Et puis on s'entraîne et on voit comment ça marche et puis après on tire. On fait ça en ratouve. Mais on fait ça bien entendu quand il n'y a personne dans la maison. Eh ben, lui, cet imbécile, il a fait rentrer ses khayalim, d'accord? Et puis il a oublié dans quelle chambre il les a fait rentrer. Et quand il est rentré, en tirant vraiment, la chambre c'était dans le noir, qu'il y avait de la fumée, pas de la fumée, mais c'est tout le temps le sol, il est un peu en sable comme ça. Et donc ça fait beaucoup de poussière, etc. Donc il n'a pas vu, il a tiré, et il a tué un khayal. Il a tué un khayal. Pourquoi? Parce qu'on s'amuse à l'armée. Alors je dis pas qu'on s'amuse pas à l'armée. À l'armée, on s'éclate. D'accord? Non, vraiment. Tu découvres le peuple, le juif, et on rigole, etc. C'est vraiment, si on a des bons mefakdim, c'est un grand kiff. Pas physiquement, hein, mais t'es pas obligé de souffrir, quoi. Je veux dire, tu souffres physiquement parce que c'est difficile, d'accord? Quand on te fait courir à 6h du matin pendant 4-5 km, non, juste pour te mettre en forme, d'accord? C'est pas pour te faire souffrir, c'est juste pour te mettre en forme, d'accord? Le ton mefaked, il a l'habitude, il s'en fout, d'accord? Même quand il dort, il court. D'accord? Donc, mais toi, tu viens d'arriver, tu es sur le point de t'écrouler au premier 100 mètres. D'accord? Donc, c'est pas facile. Mais, ça dépend de toi. Tu peux faire ça en kiffant et en comprenant que tu fais une grande mitzvah et qu'à chaque fois que tu souffres, c'est une mitzvah. Et nous, on a un klal, on a une règle. Les fonds de Sahara, le salaire, il est par rapport à l'effort que tu fais. Donc, si tu fais un petit effort, alors tu auras un petit salaire. Et l'armée, c'est un grand effort. Et donc, c'est pour ça que c'est tellement important d'investir dans ce qu'on fait dans l'armée. C'est pas seulement pour aller faire le beau gosse à l'armée. On va en parler bientôt du beau gosse à l'armée. Il y a plein de beaux gosses à l'armée. Même à l'Yeshiva, ils sont tous des beaux gosses. Mais à l'armée, c'est encore plus. Parce qu'à l'armée, tu es avec l'uniforme et tu es en plus avec toutes sortes de signes sur toi qui font craquer toutes les femmes. D'accord? On va en parler. La première semaine, quand tu sors de l'armée, tu sors en uniforme. Maintenant, tu sors sans rien. Parce que quand tu es à l'armée, quand tu rentres avec un uniforme, il n'y a rien. Tu n'as même pas de... Tu n'as rien. Tu as une kumta du Bakoum, d'accord? Tu n'as aucun signe, tu n'as rien. Un uniforme, on dirait que tu as la Gadna. D'accord? Maintenant, tous les jeunes khayalim, ils font style. Ouais, non, je sors en uniforme, c'est pour pas payer le bus. Alec. C'est surtout pour que tout le monde te regarde et te dit quel beau gosse en uniforme. Maintenant, le truc, c'est comme on est des jeunes et qu'on ne sait pas comment ça se passe à l'armée, on ne comprend pas que tout le monde se fout de notre poids. Parce que tu sors, tout le monde sait que tu as un tsaïr, un paour, tu as encore du lait sur les lèvres, d'accord? Il n'y a rien, tu n'as rien sur toi, tu n'as même pas de kumta, tout le monde sait que tu viens d'entrer à l'armée, qu'est-ce que tu t'excites? D'accord? Donc après, tout le monde rigole de toi. Moi aussi, la première fois que je suis sorti, je suis sorti pour le Shabbat, j'étais en uniforme, genre, c'est pour pas payer. D'accord? Et c'était la dernière fois que je suis sorti comme ça. Parce que tout le monde s'est foutu de moi. Tout le monde. Alors j'ai compris que ça n'a rien de te la péter parce que. C'est vrai, c'est pour le bus, non? Hein? Ouais, mais c'est pour. Non, c'est pour le bus quand tu rentres de l'armée. De toute façon, tu peux pas sortir de l'armée sans uniforme. Non, mais après, quand tu rentres chez toi, tu veux sortir le soir. Alors genre, tu mets tes uniformes, tu sors, tu es à la maison, tu veux sortir et tu reviens à la maison avant de retourner le lendemain. Donc tu mets l'uniforme genre pour pas payer le bus. Ouais.
Maintenant, bon, on en reparlera du beau gosse à l'armée. Quoi qu'il en soit, Chamira Sakanta, le danger, il est plus grave et plus important dans la halakha que les Issourim. Donc s'il y a des Issourim où tu fais pas attention, ok, c'est la source, c'est pas bien, d'accord? Mais à l'armée, tu peux pas te permettre de faire ça. Là, on parle du danger. Et là, chaque chose que tu fais pas comme il faut, alors tu joues avec la vie des gens. Et aujourd'hui, il y a des gens qui aiment jouer avec leur vie, d'accord? Il y a un livre qui s'appelle... Est-ce que les lois de l'armée, ça doit tenir comme de la halachot? Ça dépend de quelle loi de l'armée. On a dit que l'armée c'est une mitzvah, qu'il faut tout faire et qu'il ne faut pas faire des issourim. Alors s'il y a quelque chose qui est assourd à l'armée, alors c'est ce qu'on a fait un issour? Ça dépend. Une fois, moi j'étais au Liban, d'accord? Alors, un jour c'était Shabbat, le fakir il rentre dans ma chambre, il me dit Gabriel, il va pleuvoir, va fermer les nagmashim. Les nagmashim, c'est des tanks, c'est pas les tanks, c'est c'est un blindé, voilà, pour transporter les troupes. Il dit maintenant pour le nagmash, pour le fermer, il faut mettre en marche, etc. C'est pas un truc, tu fermes la porte, etc. Maintenant, il me dit va fermer. Je dis ouais, mais c'est Shabbat. Il me dit va pleuvoir. Je dis, et alors? Il me dit ça va abîmer le nagmash. Je dis mais tu me prends pas un imbécile, ça va abîmer le nagmash, un tank parce qu'il tombe de la pluie, il va s'abîmer. Il me dit c'est un ordre. Je dis ouais mais je peux pas, c'est Shabbat. Il me dit attends, Saref Kouda, tu désobéis. Je dis chas v'shalom. Ah ben c'est Pkoudot Matkal. Je dis c'est écrit dans les Pkoudot Matkal qu'on ne ferme pas le nagmashim Shabbat. Et il me dit ah ben אני אומר לך לסגור. אמרתי לו לך תסגור אתה, אני לא יכול לסגור. Alors il est parti énervé, il a fermé le nagmash, d'accord? Et c'est tout. Il était énervé. C'est la différence. Hein? Bien sûr. Quand tu corps tes fèches. Hein? c'est Shabbat, c'est le fermé? Bien sûr. Pourquoi ça s'ouvre? Pas du Il faut te connaître alors. Te connaître alors. Ah oui. C'est ce que je vous ai dit. Avant, j'ai dit les jours qu'on fait maintenant, c'est rien que pour se renforcer, mais il faut beaucoup étudier pour savoir l'halakha, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Et ce qui est très important aussi, c'est d'apprendre les pkoudot matkal. Qu'est-ce qu'elles disent les pkoudot matkal? Les règles de l'armée. Maintenant, il y a une partie des règles de l'armée qui sont basées sur l'halakha, qui sont par rapport à l'halakha, je veux dire. Donc il faut les apprendre. Qu'est-ce que l'armée, elle dit par rapport au pkoudot matkal? Maintenant, les fakdim, pour eux, quand tu es rentré à l'armée, tout est devenu pikuach nefesh. Même quand tu vas dormir, c'est pikuach nefesh. Donc, tous les mefakdim qui ne sont pas religieux, ils connaissent ce mot tout de suite. Pikuach nefesh, c'est pikuach nefesh. Tu dois aller courir pour t'entraîner, c'est pikuach nefesh. Tout est pikuach nefesh. Tu dois éplucher des patates, c'est pikuach nefesh. Donc, tu es obligé de le faire n'importe quand, n'importe comment, etc. C'est n'importe quoi. Tu comprends? On fait rentrer Shabbat plus tard parce qu'on fait un exercice. On fait sortir Shabbat plus tôt. Ça va pas la tête ou quoi? Ma piton. Ah, si tu es au Liban, etc., alors il n'y a pas de mal, c'est mifsaï, tu dois sortir, tu dois faire des ma'aravis, mais c'est l'homme chané. D'accord? Mais stam pour les imounis, ma piton. Alors, même si on n'est pas en période de guerre, on touche les armes Shabbat aussi, c'est une partie de tout. Ah non, c'est la logique, on n'a pas le droit de toucher un tank. Non, mais si elle n'est pas mise en place. Non, d'abord, j'ai pas dit qu'on n'a pas le droit de toucher un tank. Ça, il faut apprendre à l'akha. Moukhtse, on a le droit de toucher Shabbat, on n'a pas le droit de bouger. Ça, c'est un. Maintenant, le problème du tank, c'est pas de le toucher, c'est qu'il faut allumer l'électricité pour le. Alors là, c'est Moukhtse, on la déplace. Ouais, alors d'abord, c'est pas du tout la même chose. Moukhtse, c'est de Rabbanan, et l'électricité, c'est de Oraïta. D'accord? Maintenant, à part ça, le porte et l'arme, c'est pikuach nefesh. Tu peux pas laisser ton arme? Bien sûr, même si c'est dans la base. Parce que les bases de Tzahal, c'est les premiers endroits qui sont attaqués par les Mechablim. Donc tu dois être tout le temps avec ton arme, parce que les Mechablim, ils peuvent attaquer n'importe quand. Et tu n'as pas le droit d'être sur ton arme n'importe où. Tu laisses ton arme quelque part. Les Arabes, ils regardent tout le temps, ils regardent les bases, etc. Ils voient que les Khaïlim, ils laissent leurs armes, direct, ils vont venir les voler. Direct, c'est pikuach nefesh. Donc l'arme, on n'a pas le droit de la laisser. D'accord? Non? Et si la base, elle se fait attaquer? Qui? Ouais, t'as très mal compris comment ça se passe. Mais t'as pas compris du tout la logique. T'as pas compris du tout la logique. D'abord, minute. On a le droit, tout ce qu'on a le droit de faire à Shabbat, un Chiloni, il a le droit de le faire. Tout ce qu'on n'a pas le droit de faire à Shabbat, même un Chiloni n'a pas le droit de faire.
D'accord? Et on n'a certainement pas le droit de demander à un chiloni de faire quelque chose à notre place, alors qu'on doit le faire Shabbat. Maintenant, tu verras que dans tous les yishuvim, tu as plein de gens qui se promènent avec des flingues, avec des... C'est un yishuv ici. D'accord? Donc, avec des flingues, avec des fusils, avec des ouzis, etc. Pourquoi? Ça fait quoi? Non. Non, parce que aujourd'hui, à Kochav et à Yaakov, 3 mechablim sont rentrés et on fait brûler un pneu. Tu comprends? Tu peux pas te permettre de dire attends une minute, je vais à la maison, je reviens. Le temps que tu vas à la maison, que tu reviens, il y aura 5 morts. Donc dans les endroits où il y a le sfeka qu'on peut se faire attaquer, même si c'est une fois tous les 10 ans, tu vas avec ton arme. Donc c'est déjà plus mou que c'est l'arme. Pour un chaya, l'arme elle est plus mou que c'est. Ça veut dire qu'il aura de s'amuser avec et faire joujou avec pendant Shabbat. Mais de la porter pour garder, Manu. Minute. Manu était chez moi Shabbat. Tu te rappelles? Maintenant Manu c'est un beau gosse à l'armée. C'est de la famille. Et il était avec son arme. Maintenant, il est venu à la synagogue avec son arme. Maintenant, on est à Bethel. Bethel, c'est en face de Ramallah. Enfin, Ramallah, c'est en face de chez nous. D'accord? Donc, maintenant, et quand on était Shabbat à la synagogue, il y a eu une sirène. Il y a eu la sirène. Tu étais là, toi aussi? Ben, tu vois? Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont dit tout de suite à Manu? Sors dehors, fais la garde. Le pauvre. Mais imagine une seconde que cette sirène-là, elle veut dire qu'il y a un mechaber et Manu, il n'a pas son arme. Je l'ai laissé dans le coffre. Tu peux pas te permettre des choses comme ça. Quand on sort à la maison, genre si quand on sera à Kochav, et quand on sera à Shabbat, pour le Shabbat, tu gardes ton arme avec toi. On garde tout le Shabbat, tout le temps. Okay. Pas les premiers. Et si on doit aller dans une Et ville j'ai comme lu. Chéru Non, t'es à la Shiva, t'as ton arme avec toi. Écoutez, ça dépend des endroits, ça dépend des moments, ça dépend de toutes sortes de choses. S'il y a un sfeka, d'accord, par exemple, quand moi j'allais à Ashdod, d'accord, chez mes parents, Shabbat, je ne prenais pas l'arme, je la laissais dans un coffre, dans une armoire, fermée. D'accord, j'en ai pas besoin. Hein? Il faut 2 cadenas. Personne ne fait ça, mais il faut 2 cadenas. Il faut au moins un cadenas avec Itzo. D'accord? Et hein? 2 sur le percuteur. Quoi? C'est un cadenas pour l'arme et 2 pour le percuteur. Non, Le truc qui... Ça doit être ça. L'homme chez les Kitsour, c'est pas important quand même. Donc quoi qu'il en soit, donc ça dépend. Tu vas à Ashdod. Oh, le dernier pigouin qu'il y avait à Ashdod, c'est il y a, je sais pas, 70 ans. D'accord? Donc, et puis ils ont tiré des missiles, mais contre un missile, ton piou-piou, il fait rien. Donc c'est pas la peine. D'accord? À Jéru, je suis pas sûr qu'il faut pas aller avec l'arme. À Jéru, il y a des pigouins, malheureusement. Il y a des Arabes partout, il y a des pigouins donc plus il y a des gens avec des armes, et tu as moins de chances d'avoir de pigouins. Le dingue là qui a pris un tracteur, le poêle et qui a commencé à écraser les gens. S'il n'y avait pas cette personne-là, c'était pas non, mais c'était pas quelqu'un de la police, quoi. C'est quelqu'un qui était avec son arme. Heureusement qu'il était avec son arme. Il a tiré dessus, bon, Hachem. Mais donc, la majorité des endroits aujourd'hui en Israël, malheureusement, on est souvent en matière de pikuach nefesh. Donc, de point de vue du l'arme, c'est oui, d'avoir l'arme avec toi, c'est pikuach nefesh. De fermer le tank, rien du tout, ça n'a rien à voir avec pikuach nefesh, d'accord? Donc, il faut savoir les prodot matkal, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Ton mefaked vient dire, ouais, on va faire un exercice, on va terminer ça 1 heure après l'entrée de Shabbat, mais c'est pikuach nefesh. Je lui dis, ben, même pas en rêve. Même pas en rêve. Parce que c'est pas du tout miftaï, on fait pas, tu termines ou avant ou tu fais pas, c'est tout. Tu fais, il y a toute la semaine pour faire ça, pas besoin de faire ça pendant Shabbat. Il y a des livres qui ont été faits par la Rabbanout, où il y a des halachot de l'armée,
Et à la fin, il y a les Pkudot Matkal qui ont entré à la halakha. D'accord? Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Les religieux à l'armée, les religieux ça veut dire vous, hein, les religieux à l'armée, c'est vous êtes les rabbanim pour eux. Parce que pour les gens qui ne sont pas religieux, eux ils ne savent pas c'est quoi la Torah. Ils ne comprennent pas c'est quoi la Torah. Hein? On a posé la question une fois à un Chiloni, c'est quoi les Arba Imaot? Je sais pas. Un autre, Sarah, Agar, Mazé Alacha. Alacha, זה אוטוסטרדה. איפה שנוסעים מכוניות. מה זה שבועות? משהו קשור ליציאת מצרים, לא? אז המצב, pardon, la situation des gens qui n'étudient pas en Israël, c'est pire qu'en Chutz Laaretz. En Chutz Laaretz, nous on avait une école qui s'appelait Tarkemoni. Tarkemoni à côté de Yavne. Yavne c'était religieux, Tarkemoni c'est pas religieux. Mais à Tarkemoni, les jeunes ils connaissent beaucoup plus que les jeunes en Israël. Pourquoi? Parce que quand tu es en Chutz Laaretz, quand tu veux te sentir attaché à la Kehila, à la communauté, et savoir que tu es un juif, bah, tu es obligé de savoir un petit peu, tu es obligé d'être attaché à la communauté. Donc tu es obligé d'apprendre un petit peu. Donc ils apprennent. Et ici, les gens ils savent rien. Donc ils voient avec une kippa, pour eux, automatiquement, c'est qui? Non, pas le Mashiach, mais le grand rabbin d'Israël. D'accord? Le grand rabbin d'Israël. Maintenant, donc, on regarde les religieux avec des loupes. D'accord? Et alors, il y a des imbéciles qui croient que, ouais, mais pour être copain avec tout le monde et pour plaire, etc., il faut pas être un fanatique. Le jour où vous allez arrêter d'être des fanatiques à l'armée, c'est le jour où vous allez commencer à souffrir. Parce que alors les gens ils vont savoir que pour vous la halakha c'est de la blague, et donc quand tu vas demander la prière, on va dire ouais c'est ça, la dernière fois tu as dormi, la dernière fois pour Shabbat c'était pas tellement grave, maintenant c'est devenu très grave parce que tu n'as pas envie, donc c'est fini pour vous la halakha. D'accord? On ne vous respectera plus, parce qu'on saura que vous êtes des gens qui êtes des rigolos. D'accord? Maintenant. Et donc vous êtes des exemples à l'armée. Des exemples. Il y avait une fois, dans une saïra de Golani, il y avait 8 Bachorei Yeshivot qui ont été reçus ensemble. 8. Je ne sais pas si vous comprenez. Saïra de Golani, il y en a, c'est des groupes qui sont une vingtaine environ. D'accord? Donc sur 20, 8 religieux, c'est l'enfer sur terre. Pour l'armée. D'accord? Maintenant, les Mefagdim, etc., eux, ils ne connaissent pas les religieux, ils ne savent pas c'est quoi la Torah, ils savent qu'en Saïra de Golani, on est les meilleurs, on va faire la guerre, et on... Ah, Mefagdim c'est un religieux? Aujourd'hui, oui. Avant, c'était Aujourd'hui, en Golani, la majorité des grands Mefagdim, c'est des religieux. La majorité. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Parce que c'est tous des Sfaradim là-bas. Non, c'est pas une blague. Les Golani, à l'armée, on les appelle les Arabes de l'armée. C'est des barbares. D'accord? Maintenant, quand tu n'es pas dans une yeshiva Tesder, tu peux choisir où tu peux demander où tu veux aller. D'accord? Donc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça a été fait que la majorité des Sfaradim, ils vont là-bas. Donc, même quand ils ne sont pas vraiment religieux, ils sont oui religieux. D'accord? Quand tu vas en Golani, tout le monde est à la synagogue Shabbat. C'est comme ça. D'accord? Donc automatiquement, tu as plein de religieux ou massortim, donc tu en as plein après qui montent et qui sont avec la kippa. Je ne dis pas que c'est des grands rabbins d'Israël, mais c'est des gens qui sont attachés à la religion. D'accord? Pas fâché. Donc maintenant, cette Saïra de Golani, il y avait là-bas 8 chayalim religieux. Maintenant, eux, ils faisaient des exercices, etc. Shabbat, ils les laissaient sortir 1 heure avant Shabbat. Maintenant, 1 heure avant Shabbat, tu peux arriver nulle part. Tu peux arriver nulle part. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ou ils sortaient pas Shabbat,
ou ils allaient dans des endroits qui étaient proches, ou ils se faisaient inviter chez des amis qui habitaient à côté, etc. Et c'est tout. Et une fois, il s'est passé qu'il y a un gosse qui pensait qu'il pouvait arriver chez lui, d'accord? Donc il est arrivé jusqu'à Tel Aviv, il habitait dans un moshav à côté de Tel Aviv, et puis il est arrivé, c'était déjà Shabbat. Donc il a marché pendant 2 heures à pied pour arriver au moshav à côté de Tel Aviv, et son père, genre, qu'est-ce que tu fais là? Shabbat est rentré depuis 3 heures, etc. Alors il lui a raconté, parce qu'ils n'avaient pas raconté à leurs parents, ils ne voulaient pas faire des histoires. Vous savez que les parents, Sfaradim, s'ils savent que mon fils, on lui fait des problèmes, alors c'est la fin du Mefaked, d'accord? Donc les gosses, ils n'ont rien raconté. Ils ont raconté. Et puis le père, alors il a été obligé de raconter. Il a été obligé de raconter. Et alors, ils ont appelé les gens de la yeshiva, où ils étaient ces chayalim. Ils ont dit, c'est quoi cette histoire? Et ils ont appelé le Mefaked. Et le Mefaked dit, moi je ne savais pas tout ça, d'accord? Et il a dit, mais je voudrais bien vous voir, le Rav de la yeshiva. Et le Rav, il est venu et il a dit, sache que j'ai demandé que si j'avais un tapis rouge à mettre devant vous, j'aurais mis. Parce que vos chayalim à vous, il n'y a pas comme ça à l'armée. Des chayalim comme ça. Et ça, c'est très important. Cette manière, parce que quand tu vois que quelqu'un qui est religieux, il vient, il se donne à fond. Et il se donne à fond, pas seulement quand il est beau gosse avec les madim dehors, mais quand il n'est pas beau gosse en train avec de la boue sur la tête, et en train de ramper sur des kotsim, comment ça s'appelle, des ronces et des... Hein? Alors là, on voit quitter. Et là, ça dépend énormément de la préparation dans laquelle tu as reçu. Si tu viens et tu crois que ça va être la teuf, ça se termine très vite. Mais si tu sais que tu n'es pas là pour faire la fête, et tu es là pour les Kadesh Shem Shemaim, tu es là pour faire, chaque seconde que tu fais, tu protèges le peuple juif, même quand tu es un tyron, tu as un tsutsi qui vient de commencer, sans ça, tu ne peux pas continuer après. Donc chaque seconde que tu fais la garde, comme un imbécile, entre les tentes, je ne dis pas à l'entrée parce qu'il y a des shmirotes où on garde à l'entrée de la base, il y a des shmirotes où tu gardes, tu ne sais pas exactement quoi. D'accord? Tu es au milieu entre 3 tentes et puis à côté il y a encore un autre truc qui garde 3 tentes, alors qu'il y a des gens qui gardent autour. Non, tu dois te lever. Toutes les 20 minutes, il faut que tu te lèves. D'accord? C'est pour que tu t'habitues quand tu vas être marié, il faut que tu te lèves pendant la nuit, alors voilà. D'accord? C'est une très bonne préparation pour le mariage, l'armée. Donc c'est très important. Et la vie chez nous, elle est très importante. Il y a un livre qui s'appelle Sikun Mechushav. C'est un livre de fou. Hein? Sûrement, il a été traduit en plusieurs langues. C'est un livre qui... Sikun Mechushav, c'est quoi Sikun? Sikun, ça veut dire un danger mesuré. C'est tous les endroits les plus dingues qu'il y a dans le monde où tu peux faire les choses les plus folles. Qu'il faut monter l'adrénaline à max, d'accord? Et genre, où il est le plus haut rocher où tu peux sauter, ou avec un élastique où tu peux pendant 14 km et t'exploser sur le parterre, ou pas t'exploser sur le parterre, ça dépend si tu as de la chance ou pas, ou ton poids, ou ce que je sais moi, d'accord? Et tous les trucs les plus dingues du monde, les endroits les plus fous, où c'est un madrir, c'est genre, comment ça s'appelle, un guide où tu peux aller faire les choses les plus dingues du monde. Ça c'est la plus grande des Toum'a qu'il y a sur Terre. De prendre la vie comme un jeu. Et ça par exemple, il y a des imbéciles, il y a plein d'imbéciles à l'armée qui s'amusent avec leurs flingues. Plein. On s'amuse à... Et vous n'avez pas idée combien de gens qui sont morts comme ça. Parce qu'on s'amuse. Allez, je me rappelle plus si j'ai enlevé la truc, j'essaye. Ça va pas la tête ou quoi? D'accord? Et même si tu as enlevé ta marsanite, même si tu as enlevé ton chargeur, des fois il y a une balle qui est bloquée. Tu sais pas. On s'amuse pas. Et même si tu as un échec, même si tu as vérifié, d'accord? Des fois tu as vérifié comme ça en faisant comme ça, et rien n'est sorti, mais ça veut pas dire qu'il y a une balle qui n'est pas encore dedans. Donc,
Chez nous, ça n'existe pas, ça. On ne s'amuse pas avec la vie. On va à l'armée pour protéger des vies. Donc, c'est pas pour s'amuser. Donc, chaque seconde qu'on est là-bas, c'est pour faire le maximum d'efforts et de se donner à fond de soi-même pour sauver des vies. Et pas pour s'amuser avec la vie. D'accord? Donc, récapitulons. D'accord? C'est rien que le fait de se donner à fond à l'armée qui va décider à la fin du compte, est-ce que tu vas pouvoir sauver des vies ou est-ce que tu t'amuses avec la vie des gens, avec ta vie, avec la vie de tes amis, avec la vie des gens. D'accord? Je peux vous assurer qu'un mec qui a tiré sur son ami et qu'il est mort, même si on ne le mettra pas en tôle, ce qui est très peu probable, mais même si on ne le met pas en tôle, tu ne vis plus après. D'accord? Je ne parle pas de ses parents, je ne parle pas de rien du tout, je parle de toi. D'accord? Mais à part ça, l'armée, c'est un endroit où on est là pour protéger les vies. Chaque seconde qu'on fait, d'accord? Encore une fois, normalement, quand on dit Yallah, mets-toi en short et mets-toi à courir, tu dois faire les shamichoud. Les shamichoud. D'accord? On dit on va tirer pendant des heures, et on tire pendant des heures. Hein. Quand on va faire les mitvachim, c'est des journées entières. Et on meurt de chaud, et la majorité du temps, tu tires pas. T'attends. Il y a 20 qui tirent, et il y a 60 qui attendent. Voilà. Et les mifagdim, ils sont à l'intérieur, et tu tires pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et là on change. Et t'attends. Toute la journée t'attends. D'accord? Mais c'est très important. Pendant le temps, on parlera de ça plus tard, le temps qu'on a à l'armée pour étudier, il y a énormément de temps à l'armée pour étudier. Il y a énormément de temps, mais il y a très peu de temps dans la tête. On est toujours fatigué. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous montez dans un bus vendredi, tout celui qui est en uniforme, que ce soit un Sayeret Matkal ou un Jobnik qui a attendu pendant 12 heures la veille, comme jamais. C'est chok, c'est une règle. T'es en madim, t'es fatigué. C'est comme ça. D'accord? Alors on est tout le temps fatigué à l'armée, mais on parlera ça plus tard. Qu'est-ce qu'on fait avec le temps à l'armée? Il y a énormément de temps à l'armée, mais on ne l'utilise pas. D'accord? Parce qu'on est tout le temps fatigué. D'accord? À l'armée, tu dors, on te dit juste, on s'arrête, tu t'assois, tu t'endors. C'est comme ça. N'importe quelle position. C'est comme ça. Tov. Ah là, on continue. Question? En rien. Le fait même d'être béniche, c'est automatiquement un exemple. Tu as une qui passe sur la tête, automatiquement les gens te regardent et t'observent à la loupe. Si ton copain qui n'a pas de kippa, il fait des bêtises, ok, c'est un réel qui fait des bêtises. Toi, tu fais des bêtises, ah, c'est ça la religion, hein? Quel rapport, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Le moussag dati blai. T'as entendu déjà ça? Blai nishi. Blai, en hébreu, ça veut dire usé. Dati, ça veut dire religieux. Dati blai, ça veut dire un religieux usé. Genre, dati. Dati light. Aujourd'hui, il y a dati 0. Il y a tout. D'accord? Hein? Donc, c'est qui a inventé ce moussag? C'est qui a inventé cette notion? C'est les religieux. Si on était vraiment des religieux, personne n'aurait inventé cette notion. Mais comme les non-religieux, ils nous regardent et ils disent, ouais, bon, quand ça l'arrange, il est religieux. Quand ça l'arrange, il n'est pas religieux. Dati les fidati. Tu comprends? Ken? J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de danger qu'on se met en même temps en danger par rapport à la vote à l'armée. Puisqu'il y a une crainte de Non, de Khilul Hashem, de plein de trucs. Ah, ça, c'est sûr. Voilà, donc mais le Khilul Hashem, à chaque fois que tu sors de la yeshiva, tu es en danger. Sauf qu'à l'armée, tu es en danger plus. Parce qu'à l'armée, tu es dans un endroit où tu vas avec plein de gens tout le temps. D'accord? Et tu dois toujours faire attention à ce que tu fais. Et le problème, c'est pas Khilul Hashem. Parce que le problème, c'est comment c'est possible que le fait de se comporter bien, ça me fait peur. Ça n'a rien à voir avec l'armée. Tu dois te comporter bien et par rapport à la halakha et comme il faut
tu sois à l'armée ou que tu ne sois pas à l'armée. Sauf qu'à l'armée, on te regarde. Donc c'est pas le problème d'être à l'armée qui doit faire peur. C'est le problème que le fait de venir à l'armée, ça me fait peur. C'est ça qui doit me faire peur. Pourquoi j'ai peur? Je me fais pas confiance? Je suis vraiment religieux? Je fais vraiment attention à l'Allah ou c'est rien que pour rigoler je fais? D'accord? Et malheureusement, il y en a qui c'est quand ça les arrange. Moi j'avais plusieurs amis, malheureusement, nous le matin on faisait pas les madassim. Les petites courses là, matinales. Nous on faisait pas. Pourquoi? Parce qu'on faisait la prière. Il ne veut pas. Pourquoi? Parce que nous, ça nous a beaucoup. Ok, je sais. Il y en a qui font. C'est là. Et comment on fait, par exemple, si on est arrivé à un massa, on arrive à 11h du matin, après on a passé le mitzvah, disons le midi. Non, c'est là où j'en ai. Du moment que tu as commencé Béhéter, si tu as commencé pendant la nuit, d'accord? Tu as commencé Béhéter, tu termines, tu es à Souk Betzorket Sibour. Ah bah ça dépend à quelle heure il est là. Mais genre je suis pas. C'est pas quelque chose de vraiment je suis. T'es à nous? C'est Sheila Tova, il m'a pas tour. C'est une bonne question. Est-ce que c'est pas tour mina mitzvah? C'est que nous pas tour mina mitzvah? Ou c'est à nous? C'est Sheila Tova. Est-ce qu'on met dans un cas comme ça? Sur les têtes, je suis c'est pas fonctionnant, en plein message, je vais sortir. Ce que nous on faisait, Oui, des minutes. Ah, moi j'ai vu qu'on pouvait mettre les thèmes la nuit. Ah, Grega. Oh! Un peu de silence, j'appelle mon rab. ערב טוב הרב, מה שלום הרב? שאלה, אני פה עם התלמידים, חייל שהיה במסע מ-2 בבוקר עד 12 בצהריים, אז הוא לא יכל להתפלל. הוא נחשב אנוס והוא צריך להתפלל פעמיים מנחה, או שהוא נחשב העוסק במצווה ופטור מן המצווה לגמרי? הרב מדבר... בגלל שהוא עושה אימונים, אם היה בפעילות צבאית, אז יש מקום לדון על זה. זה באמת, אם הוא רדף אחרי ערבים רוצחים ודברים כאלה. אבל אם הוא סתם היה באימון, זה מה פתאום, המפקד שלו בכלל עבר על החוק הצבאי, כי לפי החוק הצבאי הוא היה צריך לתת להם זמן להתפלל. לא, אבל לפעמים יש מסעות שהם מתחילים מוקדם בלילה ועושים את רוב המסע בלילה בגלל שאחר כך זה מאוד חם. אז אי אפשר לעשות את המסעות בשעות אחרות, זה חייבים לעשות את זה בלילה. שיעשו בלילה ושנותנים להם כמה זמן להתפלל. לא, אבל לפעמים הרב המסע הוא 12 שעות. זאת אומרת זה... איזה 12 שעות? אז אי אפשר לעשות הפסקה לתפילה? זה נגד החוק הצבאי בכלל. הוא יכול לברר את זה ברבנות הצבאית, אין דבר כזה. מסע צבאי הוא לא דוחה תפילה, ויש כל הזכות לחיילים לדרוש שיתנו להם להתפלל ושהמפקד לא יבלבל בראש. אבל אם זה נכון, שאם הם נמצאים בפעילות צבאית, זה באמת נכון. בגלל שאם הם נמצאים בפעילות צבאית, זאת אומרת שהם נמצאים במרדף אחרי מחבלים ודברים כאלה, אז באמת נקרא עוסק במצווה שהוא באמת פטור מן התפילה. אז לא צריך לעשות תשלומים אחר כך. כן, אם הוא נמצא בפעילות צבאית. כן, כן, הבנתי, אבל אם הוא נמצא בפעילות... אז זה לא אנוס, זה פשוט פטור. בבקשה? אני אומר, אם הוא בפעילות צבאית, אז זה לא שהוא אנוס, אלא הוא פטור. לא, הוא פטור, כי עוסק בין המצווה, פטור מן המצווה. הבנתי. טוב, בסדר גמור. תודה רבה, הרב. אבל הם צריכים להגיד למפקד, הם צריכים לדבר עם הרב הצבאי, שזה בכלל לא בסדר, מה שהמפקד הזה עושה להם. כן. הם לא צריכים לוותר, זה מה פתאום, צריך ללמד גם את הצבא שתפילה זה... אבל יש למשל בתרגילים גדודיים,
תרגילים גדודים יש, שזה מביאים מסוקים וטנקים וזה תרגילים מאוד ארוכים. עכשיו, לעצור בעצם מחלקה שלמה, זה לעצור 900 אנשים בתרגיל, וזה הפסד של הרבה מאוד כסף. אז אני לא זוכר, ראיתי באיזה אחד מהספרים על הצבא, של הלכות צבא, שהם כותבים שבהפסד מרובה כזה, ודאי שזה דוחה את המצווה, כאילו זה גם נקרא מצווה שאתה באמצע להתאמן, כי תרגיל כזה עושים ממש כאילו בתור אימון למלחמה. אם לא עושים תרגיל כזה, אי אפשר לעשות מלחמה. כן, אבל אם עוצרים... אם הם צריכים לעשות את הצרכים שלהם, אז עושים הפסקה בשביל לעשות את הצרכים שלהם. או הם צריכים לאכול, הם עושים הפסקה בשביל לאכול. כן, אבל זה רק 5 דקות. זה רק כמה דקות. על התפילה זה לוקח יותר מ5 דקות. ראשית כל, אם לא מספיקים את כל התפילה, אז מתפללים קצת. אז מתפללים, אומרים ברוך שאמר, אומרים אשרי, ואומרים משתבח, ואומרים ברכות, אז זה ייקח 10 דקות. אז מה קרה? תראה, אני לא יודע מה כתוב בספרים של יכול להיות שיש ספרים של רבנים צבאיים שהם כתבו שזה ככה, אז בסדר, מה אני יכול לעשות? לי זה לא נראה. הבנתי. לדוד המלך זה לא היה ככה. הבנתי. בסדר גמור. בסדר גמור. טוב, אז להתראות. תודה רבה, הרב, כל טוב שלום. Quel âge il a? Il doit avoir 75. C'est le Rav Bedin de Jérusalem. Ah ouais, Le Rav Kilav. Non, il y a 20 avot bate adim à Jérusalem. Il y a 20 bate dinim. Mais lui, il est déjà plus. Lui, il est déjà à la retraite. Donc, vous avez entendu? Vous avez compris ce qu'il a dit ou vous n'avez pas compris? Alors, il a dit pour un massa, c'est לא דוחה. לא דוחה, אתה צריך להתפלל, tu dois faire la prière pendant le massa, et זהו, il faut להפסיק. כן, il a dit que c'est les pkudotes de l'armée. Il faut demander à ton mefaked, sinon tu appelles la rabbanout tzvaït, et non, c'est pas ce que j'ai dit. Tu fais un scandale, t'es mal barré après pour toute la suite de l'armée. Il faut toujours faire avec intelligence, pas... רגע. Maintenant, si tu es en pilout zvaït, alors העוסק מן המצווה פטור מן המצווה. Tu dois pas faire תשלומים. זה פטור, זהו. נכון, זה אימון צבאי, זה לא פעילות... Vous avez dit juste avant que l'entraînement, c'est comme si j'étais en guerre, donc c'est... L'entraînement, il est très très important. Même pendant la guerre, c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit, tu vas aux toilettes, quand tu es à la guerre, pendant l'entraînement, tu vas aux toilettes? Quoi, non? Quand je suis en PLO, tu vas aux toilettes? C'est-à-dire quand je suis Quand t'es en targuil, tu vas aux toilettes, tu manges, mais ne dis pas de bêtises. Quand je suis en plein targuil, non, quand je prévois. Ouais, mais le targuil, un targuil qui fait 12 heures. On te donne du temps pour manger, Ok, alors quand tu feras ça, tu comprendras. On te donne du temps pour manger, on te donne du temps pour aller aux toilettes. Alors il dit, ok, fais pas toute la tefila pendant 45 minutes, prends 10 minutes, fais le minimum, fais. Ah, c'est-à-dire que pendant ma sakunta, on peut s'arranger à l'avance avec un rabbinique pour qu'on ait un temps pour aller là. Nous, c'est ce qu'on a fait. Ouais. On a dit, on fait la tefila à telle heure, sinon on a pris nos têtes avec nous. On a dit, sinon, on fait la tefila, on s'arrête le matin en plein milieu, on fait des têtes. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a montré qu'on était. Enfin, on avait aussi notre Tisha qui était très sérieuse avec nous, on a montré qu'on était très sérieux. Et jusqu'au point, une fois, on a fait un signe au Kouda, et depuis, nous, on était tranquilles. Et à chaque fois, ils avaient peur pour nous, dès qu'il y avait un truc de religion, ils avaient peur. C'est comme ça. Parce qu'on a montré qu'on était vraiment très sérieux. Quand c'est pas rebelle du tout. Quand tu es sérieux, les gens ils te respectent. Quand tu fais, ouais, une fois comme ça, la halakha. Maintenant, il faut faire très attention. Je dis pas que pour chaque chose de la halakha, il faut être très intelligent, il faut connaître la halakha aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses que pour la halakha, on a le droit de le faire.
Même qu'en général, on n'a pas le droit. Dans des cas, certains cas, on a le droit. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait pendant le Massakuta quoi? Mais pas, vous n'avez pas fait 45 minutes d'arrêt. Le Massakuta, eux, ils ont fait déjà, ils savaient qu'on était sérieux, donc ils ont fait en sorte qu'on arrive pour le Massakuta, de finir en sorte qu'on va pour le Massakuta. Le Kumbla, on a fini juste avant la fila. Ils avaient fait exprès, c'était prévu. Par exemple, pour le Targad, en plein Targad, on s'est arrêté, on a dit maintenant c'est fini, on a dit voilà, il est 9h30. Et le Sven il va partir, le Sven Shema, on l'avait fait, déjà on l'avait fait tout ça, on s'est arrêté 5 minutes pour le Shema. Il dit maintenant on est obligé, on a mis les têtes, il nous a dit on va vous attendre, c'est pas possible, il a dit, on a dit non, on n'a pas laissé le choix, on a dit c'est comme ça, on fait, c'est tout. On a commencé à tous à sortir les têtes et les têtes. On n'a pas réfléchi, on n'a pas posé de questions, on a fait. Nous aussi, on a fait la même chose dans Targad, on a fait la même chose. Non, il y a pas. C'est quoi le target alors? Targil Doudi, Il y a toujours 900 personnes. Et que l'armée, il faut croire des choses qu'il n'y a pas le temps, il n'y a jamais le temps, il n'y a jamais le truc. Il y a tout le temps le temps, c'est à toi de me dire c'est tout, il n'y a pas le choix. Et quand tu leur mets face tu leur expliques qu'il n'y a pas le choix, ils comprennent et ils disent non. Mais là, pour venir dans une marche, c'est différent parce que quand vous avez 30 minutes après une marche, que vous avez commencé intensif, vous refroidissez les jours. Il reporte l'idée, non? Quel Et si tu sais que c'est un bon Écoute, maître, faire la prière en marchant, tu peux, mais Kriyat Shema, tu peux pas faire en marchant, en tout cas pas le début. Après la Hamida, tu peux faire en marchant la Hamida. D'accord? Mais à mon avis, wow, une seconde. C'est important. Vous savez ce qu'il a dit, le Rav, c'est très important. Parce que, encore une fois, à l'armée, tout devient Sha'atatrak. Tout devient Pikuach Nefesh, tout devient Anouz, tout est comme ça. Et c'est vrai, c'est pas comme ça. D'accord? Tu peux faire des coulottes. Si tu as un Targil Gdoudi, d'accord, écrit dans la Lacha qu'on peut prier avant le net pour pas rater le travail. C'est pour gagner quelques shkalim en plus. Tu as le droit de faire Bedi Avad. Mais Bedi Avad, il n'y a pas écrit que tu as le droit de ne pas prier pour aller travailler. Tu peux faire des choses Bedi Avad. Tu peux commencer à travailler et t'arrêter après, pas prier au net et prier après. D'accord. Mais tu ne peux pas ne pas prier. Si tu es en Peilut Miftsaïd, si tu es en guerre, etc. Ok, malasot. D'accord? Mais c'est très important ce qu'il a dit. Et c'est vrai. Maintenant qu'il a dit, moi je me rappelle, on avait un targad, nous aussi on s'était arrêté pour faire la prière. Et ils avaient compris les gens. Et non seulement ça, à un moment, j'étais en train de prier, et le Mefaked il vient, et j'avais été comme ça, j'étais avec mon livre, etc. Et le Mefaked il vient pour me dire genre, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis il voit que j'étais en train de bouger les lèvres, il me dit, ah, slicha. Genre, t'es en train. Donc ils comprennent. D'accord? Toi, t'es une secte, tu fais tes trucs bizarres, mais. D'accord? Tes incantations. Donc, on comprend. Et les gens, ils respectent. C'est rare que les gens, ils respectent pas. Moi, j'étais en Nachal. Hein. Nachal, c'est les kibbutzim. Non, Nachal, ouais, les kibbutzim, Nachal Kharezi, non. Nachal Ragil, Nachal normal. D'accord? Hein? Les Garinim, c'est les gens qui sont loin de la religion. Ils respectaient tout le temps. Ok? Ils respectaient, etc. Et donc, c'est très important d'abord de leur montrer que tu es sérieux et de savoir la halakha. C'est quoi les limites que tu peux jouer avec pour pas faire perdre du temps à l'armée, pour pas faire perdre de l'argent à l'armée, etc. Et pour pouvoir faire en même temps la halakha. D'accord? Bien sûr, les khatrila, ils vont me faire tout, les khatrila comme il faut, prier honnête, etc., etc. Mais on ne peut pas toujours. Donc, il faut savoir quand est-ce que c'est Sha'atatrak et quand est-ce que je peux faire des choses qui sont moins. Il faut apprendre beaucoup. Et il faut apprendre la halakha, et il faut apprendre les pkoudot matkal. Et il faut avoir plein de numéros de rabbanim avec vous. Tout le temps. Les numéros de rabbanim. Moi, tous les jours, pratiquement, je reçois des questions de chayalim qui appellent, et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça, et comment on fait ça, et comment on fait ça, est-ce que j'ai le droit de faire ça, est-ce que j'ai le droit de faire ça. D'accord? Et il y a plein de questions tout le temps. Tout le temps. Non? Ouais, alors là, je vous préviens tout de suite.
la chose la plus dangereuse qui est à l'armée, un mefaket benish. Parce qu'un mefaket benish, comme il est, voilà, donc il sait tout, il connaît tout, et comme il est mefaket, il veut tout faire comme il faut, donc tout est permis. Et comme il a une kippa, donc automatiquement il est grand rabbin, et donc il sait tout ce qui est permis, et tout est permis. Non, mais il y a aussi un dans Ok. Il faut savoir qui c'est le rav du bar. Il y a des rabbinim qui sont sérieux, et des rabbinim qui sont moins sérieux. Écoute, je sais qu'il y a des sfarim, il y a des sfarim. Il y a des livres de halakha tzvaïd qui disent qu'on a le droit de faire des madassim parce que c'est tzorket sibour, d'accord? Parce qu'après tu atamé à kev et kol la midbar, et kol la c'est tzorket sibour. C'est très difficile d'accepter une chose pareille. Et la preuve, nous pendant 1 an et demi, on n'a jamais fait de madassim avant la tfila et jamais rien n'a été en retard et jamais rien n'a été bouleversé. Au lieu de faire la tfila après le madas, tu fais la madas après la tfila, ça change strictement rien. Parce qu'on a le droit de rien faire avant la tfila. Ah bah oui. Il y a écrit Al tochlu al adam, al tochlu pnishte mitpalim al damchem. Qu'on n'a pas le droit, bamen irshavu. Qu'un homme, quand il fait quelque chose avant la tfila, avant qu'il prie sur son propre sang, sur sa propre vie, il fait les choses qui ont trait à lui-même. D'accord? Qu'est-ce que tu fais trop que ça à toi-même? D'abord, prie à Kadosh Baruch Hu. Après, fais les choses qui ont trait à toi-même. Maintenant, il y en a qui disent, oui, mais c'est pas pour moi, c'est Tzorket Sibour. La question, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment Tzorket Sibour. Alors, il y a des livres qui écrivent Tzorket Sibour. Moi, je ne crois pas vraiment que c'est Tzorket Sibour. Parce qu'encore une fois, la preuve, on n'a jamais fait Madassim avant et ça n'a jamais rien changé à l'armée. Il n'y a jamais rien qui était en retard. Vous avez fait des Madassim avant, vous êtes? Et alors, l'armée s'est écroulée? Le Gdoud non plus? Ok. Donc, tu vois que. Et même si je peux aller à 14 du matin, je peux avoir juste avant la tfila. Ah, si tu te lèves à 14 h, tu peux? C'est pas encore le zman de la tfila. Moi, toujours, quand le Mefaked, il venait me poser la question pour les massaot, pour les marches. D'accord? Oui, les randonnées. Donc, il venait me poser la question pour les marches. Il dit à quelle heure on peut sortir? Je disais, écoute, ou on sort à 3 h du matin, ou on sort à 8 h. Je dis, mais pourquoi? Alors, je l'explique. 3 h du matin, c'est pas encore ce 20 de fila. Et après, 8 h, alors on a le temps de prier. Enfin, je dis des heures, c'est pas. Tu comprends? Donc, tu peux jouer avec les heures, pas de problème. Tu sors ou avant le Zman, ou après le Zman. Mais, parce qu'il y a un massa, alors on ne fait pas la tfila. Nous, en fait, je me rappelle maintenant que le Massa Kunta, nous aussi, on a fait la tfila juste après le Massa Kunta. On avait terminé à 7 h, 8 h du mat. Après 12 h. C'était. Combien vous avez fait 60. 60. Vous avez fait la Mouka? Tu crois que je me rappelle? Je me rappelle que c'était dur, tout ce que je me rappelle. Je me rappelle que les 10 derniers kilomètres. Ouais. Ah, les 10 derniers kilomètres. 10 derniers kilomètres, il m'a mis le jerrycan sur le dos, c'est imbécile. C'est jerrycan, il n'avait pas passé la même, c'était des bouteilles comme ça. Non, c'était un jerrycan de 20 kilos. Ouais. À part, c'est bien amusé. Mais Kitso, donc on avait. Bon, les gens ils étaient à moitié endormis, mais on a fait la tefila après la Gmash. J'étais un des seuls avec le Rishayom, donc ils m'ont mis avec la Gmash. Question les enfants? La semaine prochaine on continue.